les Vimana, des engins volants dans la préhistoire. L'un des principaux indices, à défaut de preuves, de l'existence d'une civilisation avancée, sur le plan technologique et scientifique, dans la préhistoire, c'est la mention dans des textes sacrés hindous de machines volantes, appelées Vimana, et de guerre faisant penser à des moyens de destruction massifs, armes de type nucléaire par exemple. 1. Les Vimana. Dans un livre publié en 1970, les astronomes François Biraud et Jean-Claude Ribes s'en sont pris au tenant de l'archéologie spatiale, le char des échelles identifié un vaisseau spatial, l'interprétation extraterrestre de la dalle de Palenque, etc. À tort, dirigeant ce qui concerne les Vimana, ils écrivaient ceci. Mieux que cela, certains auteurs, qu'aucune compétence spéciale ne désigne, ne craignent pas de faire appel aux textes sacrés de l'Inde, et d'y découvrir des descriptions de vaisseaux interplanétaires, les Vimana, chars volants. Comme il se trouve que la plupart de ces textes, fort anciens, restent non seulement à peu près inédits, mais encore éparpillés dans des monastères inaccessibles, et rédigés dans une écriture, et une langue archaïque que fort peu d'érudits sont à même de déchiffrer, le risque n'est pas bien grand d'être contredit, pour les charlatans modernes, dont ils sont, et seront encore longtemps, la suprême ressource. Évidemment, sur les textes sacrés de l'Asie centrale et de l'Inde du Nord, personne n'a envie d'ergoter, et d'avouer par là son ignorance. 1. On notera le recours à l'insulte. Le problème, de plus, est que cette critique est totalement dénuée de fondement. Des textes comme le Mahabharata et le Ramayana, par exemple, sont très bien connus, et ne peuvent en aucun cas être considérés comme des textes à peu près inédits, et éparpillés dans des monastères inaccessibles. Nous verrons en outre la déclaration d'un sanskritiste comme Ramachandra Dikshitar, dont on ne peut penser qu'il connaissait le sanskrit ceci précisé, évoquant un certain nombre de sources faisant état de l'existence, dans un lointain passé, d'engins volants appelés Vimana. Dans un de ses livres, Andrew Thomas, 1971, a évoqué le livre indien intitulé Samarangana Sutradhara, lequel contient un paragraphe extraordinaire, écrit-il, sur une époque lointaine où des hommes sillonnaient les airs avec des vaisseaux aériens, et où des êtres célestes descendaient des cieux. Il cite ce passage du 5e volume du Mahabharata. Infini est l'espace que peuplent les parfaits et les dieux, il n'y a pas de limite à leur demeure merveilleuse. 2. Dans un article paru dans The Times of India, 18 avril 1999, le journaliste indien Mukul Sharma a mentionné le Yantra Sarvasma, attribué au sage Maharshi Bhardwaj, dont une section, Vimanika Prakarana, est consacrée à l'aéronautique. 3 sortes de Vimana, ou aéronefs, sont mentionnés, ceux qui vont d'un endroit à l'autre, ceux qui vont d'un pays à l'autre, et ceux qui se déplacent entre les planètes. Une place particulière est accordée aux avions militaires, lesquels devaient être imprenables, incassables, incombustibles et indestructibles. Ils devaient pouvoir s'immobiliser en un clin d'œil, être invisibles à l'ennemi, avoir la possibilité d'entendre les conversations à l'intérieur des avions adverses, et de voir ce qui se passait à l'intérieur de ceux-ci, etc. On parle de métaux très légers, et à haut coefficient d'absorption thermique, de mécanismes permettant d'agrandir ou de réduire les images, d'amplifier ou de diminuer les sons. Selon Mukul Sharma, cependant, les méthodes de fabrication décrites ne sont pas précises, elles sont brumeuses et vagues. Il parle de débauche d'imagination. 3. En réalité, l'extrême précision des engins et de leurs manœuvres, et celle des guerres associées, ne permet pas d'attribuer le tout à l'imagination. Quant au manque de précision de la fabrication des engins, il faut l'attribuer au fait que nous sommes ici en présence d'échos d'un lointain passé, et aussi au fait que les rédacteurs n'étaient sûrement pas les concepteurs des appareils. Les historiens et archéologues orthodoxes ignorent volontairement ces textes, et les attribuent à des fantasmagories d'écrivains illuminés. Mais il est impossible d'attribuer cela à la simple imagination, car à l'époque tout ce qui relève de l'aviation et de l'astronautique était théoriquement totalement inconnu. David Childress note que la littérature hindoue abonde en bataille et en poursuite aérienne. À quoi ressemblaient ces aéronefs? Le Mahabharata parle du Vimana, comme étant un char aérien pourvu de flancs de fer et vêtu d'ailes. Dans le Ramayana, le Vimana est un aéronef circulaire, ou cylindrique, muni d'un double pont, de hublots et d'une coupole. Il vole à la vitesse du vent, et produit un son mélodieux. Les anciens Indiens ont rédigé des manuels sur la manière d'entretenir et contrôler les divers types de Vimana. Le Samara Sutradhara analyse toutes les facettes du voyage aérien en Vimana, avec ses 230 strophes consacrées à la construction, au décollage, aux trajets de milliers de kilomètres, aux atterrissages normaux et forcés, aux collisions éventuelles avec des oiseaux. Selon Andrew Thomas, il existe 2 catégories de textes sanskrits anciens, les documents factuels, Manusa, et la littérature mythico-religieuse, Deva.
En 1875 on découvrit, dans un temple indien, un texte, Vimanika Shastra, du IVe siècle, écrit par Maharshi Bhardwaj, ce texte ayant été tiré, dit l'auteur, d'autres textes. Il est consacré au fonctionnement des anciens Vimanas, pilotage, précautions à prendre en cas de long vol, protection des aéronefs contre les orages et la foudre, façon de changer de mode de propulsion, note David Childress, en basculant sur l'énergie solaire, ou sur une autre source d'énergie libre, peut-être une sorte de propulsion gravitationnelle. Les Vimanas pouvaient décoller verticalement, et étaient capables de vol stationnaire. Bhardwaj citait 70 sommités, et 10 experts antiques en voyage aérien. Ces engins étaient entreposés dans un Vimanagriha, sorte de hangar, et ils étaient propulsés par un liquide d'un blanc jaunâtre. Ils ont manifestement servi en tant qu'avions militaires aux habitants de l'Empire de Rama et de l'Atlantide, 4, voire plus loin. On trouve, dans le Vimanika Shastra de Bhardwaj, la description de ce que l'on appelle maintenant un moteur à spire de mercure. La construction d'un certain type de Vimana fait notamment intervenir du mercure, du cuivre, des aimants, de l'électricité, des cristaux, des gyrocompas et divers pivots. On notera que des cristaux, maniés en sanskrit, étaient apparemment utilisés dans la fabrication des Vimanas. 5. La source principale du mercure est le cinabre, un minéral de formule chimique Hgs, qui se présente généralement, sous la forme de cristaux hexagonaux de petite taille, souvent fortement déformés, de structure ordinairement rhomboédrique ou tabulaire, et dont le nom serait d'origine hindoue. Le mercure, dont le nom vient de Mercure, messager des dieux dans la mythologie romaine, est un liquide lourd, de couleur blanc argenté, et dont la formule chimique est Hg, contraction du grec hydrargo, que l'on peut traduire par eau d'argent ou gyrocompas liquide. Le mercure est conducteur, et la vapeur de mercure, en tant que source de chaleur, se prête à un usage énergétique. Selon William Clandenon, Mercury, UFO Messenger of the Go, un volant rempli de mercure pourrait servir de moyen de stabilisation et de propulsion dans un aéronef, spationef de forme discoïde. Il évoque un gyroscope nucléaire à mercure. 6. Ivan T. Sanderson a relevé que le texte de Bhardwaj parle de moteur à mercure. Il rappela qu'un disque de mercure tourne en sens inverse d'une flamme nue tournant au-dessous de lui, et qu'il acquiert une vitesse qui augmente jusqu'à atteindre celle de la flamme. Il s'agit, précise David Childress, d'une des rares références à ce qu'on appelle maintenant les moteurs à spire de mercure. William Clandenon a effectué de nombreuses expériences sur la technologie des spires de mercure, son Vimana consistant en une cellule circulaire comprenant un puissant électroaimant traversé d'un courant pulsatoire à haute fréquence. 7. Précisons que les textes indiens parlent de 4 types de Vimana. Le Rukma Vimana, de forme discoïde ou circulaire. Le Sundara Vimana, conique comme une fusée. Le Shakuna Vimana, appareil et est muni d'une tour centrale. Le Tripura Vimana, vaisseau tubulaire à forme de cigare. 8. Le Ramayana raconte l'histoire de l'avatar ou dieu incarné Rama. Michel Coquet note que la chronologie hindoue, se basant sur le zodiaque, place le siège et la reddition de Lanka à Rama vers l'an 8000, avant Jésus-Christ. Selon lui, toute l'histoire des Atlantéens et des premiers Ariens est racontée dans ce texte profond et allégorique. Mais il s'agit aussi, précise-t-il, d'un récit initiatique basé sur des faits authentiques de l'histoire de l'Inde. On y raconte sous une forme épique la lutte qui opposa Rama, le prêtre roi de la dynastie divine des premiers Ariens, à Ravana, le démon, à Asura, une personnification de la race atlantéenne dégénérée, dont le noyau se trouvait ancré à Lanka, Ceylan. On y lit que Rama fit préparer son véhicule volant, Pushpaka, lequel comportait 2 étages avec de nombreuses chambres, de confortables sièges, ainsi que de vastes baies vitrées qui, installées sur les côtés de l'appareil, permettaient aux voyageurs d'admirer le splendide paysage indien. 9. Michel Coquet cite Satya Sai Baba, un grand instructeur spirituel du sud de l'Inde, selon lequel cet engin était extrêmement confortable. Pendant le vol de retour, Rama fit observer à Sita certains lieux où s'étaient déroulés des affrontements. Au moment de partir, Vibhisana et Sugriva furent invités par Rama à monter avec tous leurs ministres, leurs officiers et leurs suites, et en cours de route l'engin atterrit pour prendre d'autres passagers. L'engin parvint à l'ermitage du Rishi Bharadvaja, la ville d'Ayodhya étant alors en liesse. Dans le Samarangana Sutradhara, on mentionne des Vimanas grands comme des temples, le texte décrivant des Vimanas de forme allongée avec 4 réservoirs pleins de mercure. Michel Coquet, 1992, a fait un intéressant parallèle, à ce propos, avec l'étude par la NASA d'un projet de sonde Jovian, référence à Jupiter, propulsé par un moteur ionique à mercure, cette sonde devant emporter environ 400 kg de mercure. L'énergie nécessaire pour éjecter ce carburant serait fournie par 190 mètres carrés de batterie solaire délivrant 14 kW. On parle de certains types de Vimana
qui pouvait voler grâce à la désintégration atomique de l'air. Lorsqu'il se trouvait dans l'atmosphère, le texte précise que certains Vimana pouvaient monter jusque dans les régions solaires, puis de là vers les régions stellaires. Michel Coquet note aussi que l'on mentionne, dans certains textes tibétains, le Kanjour et le Tanjour, des machines volantes qui atteignaient les étoiles, ainsi qu'un astronef interstellaire de forme fuselée, qui tournait en orbite autour de la Terre, et qui pouvait transporter plus de 1000 personnes. De cet astronef des fusées plus petites partaient, 10. Salva, le chef cruel qui combattait Krishna, était monté sur un char volant appelé Soba, à partir duquel il envoyait ses projectiles, ses fusées, ses lances, etc. On dit aussi, à l'égal de nos actuels ovnis, que son char pouvait se rendre invisible. Dans le Samarangala Sutradhara, on mentionne une diversité d'engins, ainsi que leur méthode de fabrication, précisant que leur structure était légère et solide. Le cuivre, le fer et le plomb n'étaient utilisés. Ces engins pouvaient, comme nos actuels ovnis, s'élever verticalement et s'arrêter net. Il y avait l'Anirata, ou véhicule ardent, le Vimana, véhicule à l'air, etc. Elena Petrovna Blavatsky, la fondatrice, au XIXe siècle, de la Société théosophique, a écrit, dans sa doctrine secrète, que c'est à la 4e race atlante, que les premiers Ariens doivent d'avoir appris l'aéronautique, Vimana Vidya, l'art de voler dans les véhicules aériens, et, par la suite, les grands arts de la météorographie et de la météorologie. Point. Précisons qu'Elena Petrovna Blavatsky est décédée en 1891, 11. 2. Guerre aérienne antique. 1. Des armes high-tech. Il y avait manifestement, dans l'Inde antique, il y a de cela un certain nombre de millénaires, des armes de destruction massive. Dans le Mahabharata, par exemple, on évoque la guerre du Kurukshetra, laquelle opposait les 5 frères Pandava, soutenus par l'avatar Krishna, aux Kaurava qui leur avaient volé leur royaume. Michel Coquet évoque l'utilisation, lors du conflit, des armes suivantes. 1. Les armes magiques. 2. Les armes soniques. 3. Les armes vivantes. 4. Les armes de feu. Dans la science magique il y a l'arme flamboyante ou la Niastra. On mentionne les chars volants des dieux et leurs armes. Vishvakarma a mis au point une catégorie d'armes magiques appelée Mantra Mukta, arme fonctionnant au moyen de son mantrique. Dans le Mahavira de Bhavabhonti, acte 5, l'Avatarama précise certains points relatifs aux armes dites magiques, c'est-à-dire ne pouvant fonctionner que par le biais des facultés psychiques de l'homme. Certaines armes produisaient l'assoupissement, Jrimbaka, l'endormissement, Prasvapana, référence étant faite, aussi, à une arme atomique capable de réduire en cendres toute une armée. Arjuna projetait vers l'ennemi des nuages, de la terre, de l'air et des montagnes, puis, usant d'une arme appelée Antardana, il faisait tout disparaître, ce qui, écrit Michel Coquet, pourrait impliquer un appareil envoyant vers l'ennemi des hologrammes au moyen d'un laser. Krishna, lui, utilisa une flèche qui tuait en cherchant le son, probablement, note Michel Coquet, une ancienne version de la fusée à tête chercheuse. À la fin de la guerre Krishna utilisa son arme favorite, le disque, Sudarshana, qui, dit-on, coupa en deux le vaisseau volant de son ennemi. Karna possédait des flèches magiques à gueule de serpent, Nagastra, l'une d'elles étant porteuse d'un puissant élémental, qui possédait le pouvoir de diriger la flèche. Parmi les armes les plus connues, il y a l'arme de feu appelée Aniastra, mentionnée dans le Vishnu Purana, et utilisée par Drona, un grand héros du Mahabharata. Drona était un brahman maître en sciences militaires, d'Anurveda. L'arme de feu, assez similaire à l'arme atomique, fut donnée par le Rishi Bharadvaja, un instructeur, à Amivasa, le fils d'Ani, qui lui-même la donna à Drona. Le Samarangala Sutradhara est un recueil d'anciens manuscrits décrivant en 230 pages, une science de la guerre tout à fait exceptionnelle, ainsi que l'art de construire les Vimana. Le Samar raconte que des villes entières furent détruites par deux astronefs dénommés Astra et Brahma. Les armes Astra ou Soposamara étaient de véritables projectiles à jet. Mentionnons aussi les bombes sphériques Sikarastra, qui répandaient des jets enflammés analogues aux bonbons napalm, et dont le lancement se faisait grâce à une espèce de catapulte montée sur une plateforme. L'arme Avidyastra, qui agissait sur le système nerveux de l'ennemi par un pouvoir de suggestion. Le Prasvapana aux flèches du sommeil, qui était un projectile à gaz toxique. Le Samvarta, qui répandait des rideaux fumigènes. Le Sora aux bombes du dieu soleil, qui dégageait des flammes et un bruit de tonnerre. Le Dardindra, qui avait la forme d'une longue flèche aux empennages triangulaires, pouvait tuer 10 000 ennemis en une seule fois, et était lancé grâce à une gigantesque catapulte. La Nirata, char de feu, qui était un engin à réaction transporté par un astronef, est capable de réduire en cendres 100 000 hommes avec la rapidité de la foudre.
le Kapilaksha ou œil de Kapila, inventé par le sage Kapila, qui a transformé en un instant, dit-on, 60 000 sujets du roi Sagara en autant de petits tas de cendres. L'arme circulaire ou œil rond, ayant la forme d'un objectif parabolique, la seule susceptible de concentrer des ondes supersoniques. On parle de char, blindé, qui comportait une grande plateforme montée sur une paire de roues avec un gros tube massif, devant ressembler à un canon primitif, qui lançait un énorme obus explosif. C'était une espèce de gros char blindé, ou plutôt un gros calibre sur affût automoteur avec des blindages latéraux pour protéger les servants. On mentionne aussi une arme pouvant être lancée des Vimana ou du sol 100, 500 et 1000 sont les nombres indiquant les guerriers que l'engin tuait selon la charge employée. Voici, en outre, une description extraite du Drona Parva. Un énorme projectile flamboyant, brûlant d'un feu sans fumée, fut lancé. Une obscurité profonde enveloppa les troupes et les objets. Un vent terrible commença à souffler, des nuages couleur de sang descendirent presque sur la terre, la nature semblait affolée et le soleil tournait sur lui-même. Les ennemis tombaient comme des arbustes détruits par les flammes, l'eau des fleuves devenait bouillonnante, et les êtres qui essayaient de s'y réfugier périssaient misérablement. Les forêts n'étaient plus qu'un seul flamboiement, et des milliers d'éléphants et de chevaux atrocement brûlés, remplissent l'air de barrissements et d'hennissements, tandis qu'ils couraient affolés parmi les flammes. Après toute cette terrible confusion, une brise forte et fraîche dissipa la fumée et éclaircit l'horizon. Nous contemplâmes un spectacle terrifiant, sur le champ de bataille, brûlé par une arme épouvantable, dont nous n'avions jamais entendu parler, des milliers de tués étaient réduits presque en cendres. Ce projectile puissant et terrible, était dénommé l'arme d'Agneya. Il ressemblait à un long fuseau pointu, et était introduit dans un gros tube de guidage, dont la portée pouvait être réglée. Le Drona Parva mentionne aussi la foudre de fer, qui réduisit en cendres presque tous les membres de la race des Vrishni et des Anakas. Le roi Kanra ordonna de la détruire. Son efficacité était due à la très fine poudre contenue dans l'engin qui, à cause du vent, se répandit un jour pendant qu'on la jetait à la mer, et provoqua de terribles brûlures aux hommes et aux animaux, lesquels périrent en l'espace de quelques heures. La zone devint dangereuse à cause d'invisibles radiations, et des mutations se produisirent dans la faune plusieurs mois après. On peut parler, ici, d'ancêtres des missiles de moyenne portée, munis de têtes atomiques. On disait, de l'arme de Brahma, qu'elle contenait la puissance de Dieu. Elle avait la forme d'un gigantesque bouclier concave, dont la partie intérieure était parfaitement polie et mobile. Elle était montée sur une vaste plateforme munie de roues. Un rayon incandescent était utilisé. L'opérateur déroulait des câbles et les plongeait dans l'eau, ainsi qu'une prise de terre, probablement pour établir un bon contact. À cette époque, de nombreuses lois défendaient l'emploi de cette arme, sauf en cas de nécessité absolue. On lit, dans le Drona Parva, que le fils de Drona, ayant établi le contact, déchargea la Narayana, autre nom de l'arme. Cela provoqua des vents violents, des trombes d'eau, des tonnerres terrifiants, un tremblement de terre, le soulèvement des eaux par-dessus les digues, sans oublier les montagnes qui se fendaient. Le rayon frappait particulièrement les guerriers munis de cuirasses, ceux-ci devenant transparents et disparaissant. Le rayon devait probablement désintégrer les cellules du corps. Au cours d'une bataille dans l'estuaire du Gange, de nombreux guerriers ennemis se sauvèrent en se jetant à l'eau, en mouillant leurs armes et en se lavant complètement, ce qui leur permettait de neutraliser les effets de l'épouvantable rayon. Ou peut-être s'était-il mis à l'abri. Dans le Karna Parva, un témoin oculaire a raconté le bombardement auquel les engins volants des Rakshasas soumirent son peuple. Nous aperçûmes dans le ciel quelque chose qui ressemblait à un nuage écarlate, comme les flammes cruelles d'un feu ardent. De cette masse émergea un énorme Vimana peint en noir qui lança de nombreux projectiles flamboyants. Le bruit qu'il faisait en se rapprochant de la terre ressemblait à celui de 1000 tambours roulant tous ensemble. Le Vimana se rapprochait du sol à une vitesse incroyable en lançant de nombreuses armes étincelantes comme l'eau, des milliers de foudres accompagnées d'explosions violentes, et des centaines de roues de feu. Ce fut un tumulte affreux, pendant lequel on vit tomber les chevaux, les éléphants de guerre et des milliers de soldats tués par les explosions. L'armée en déroute fut poursuivie par le terrible Vimana jusqu'à ce qu'elle fût anéantie. Une arme secrète est aussi évoquée, la langue du destructeur, la sœur de la mort. Karna la braqua contre les Rakshasas. Le projectile étincelant s'élança vers le ciel nocturne, il y eut une explosion terrifiante, et les Vimanas des Rakshasas furent réduits en cendres. Mais l'un des Vimanas, seulement endommagé, détruisit l'arme meurtrière. L'arme avait disparu avec des centaines de guerriers, et à sa place il y avait un grand trou dans le sol qui aurait pu facilement contenir 500 éléphants de guerre harnachés. 12. David Childress évoque aussi les guerres aériennes de l'Inde ancienne. Les anciennes épopées indiennes, écrit-il, relatent avec force détail des guerres aériennes survenues voilà plus de 10 000 ans. Il cite le sanskritiste Ramachandra Dikshitar,
qui a été professeur à Oxford, auteur de War in Ancient India, 1944. Notre vaste littérature puranique et épique contient de nombreux exemples montrant la façon admirable dont les Indiens de l'Antiquité surent conquérir les airs. Ramachandra Dikshitar note que l'un des brahmanas parle de l'Agnyhotra, un vaisseau qui s'élevait dans le ciel. Dans le Rigveda Samhita on lit que les Ashvins transportèrent Bhujya au moyen de vaisseaux ailés, et sur Ramachandra Dikshitar, évoque le Samarangada Sutradhara de Bolja, et ses références aux machines volantes et autres engins utilisés à des fins militaires ou autres. Ramachandra Dikshitar note que les auteurs anciens faisaient la distinction entre les guerres mythiques, dites Deva, et les guerres réelles, dites Manusa. Les premières comprennent par exemple la lutte entre Sumba et la déesse Durga. On trouve la référence au cheval volant du Brahman Galava, etc. Maya, par contre, possédait une voiture dorée qui volait, équipée d'armes diverses. Le Vikrama Urvasiya relate que le roi Purarava se lança, à l'aide d'une voiture aérienne, à la poursuite du Danava qui avait enlevé Urvasi. Dans le passage consacré au combat entre Lava et Kandraketu, acte 6, l'Uttarara Makarita mentionne la présence de plusieurs voitures aériennes transportant des spectateurs célestes. Et le Harsakarita contient une phrase affirmant que les Yavanas sont accoutumés aux machines aériennes. Quant au Jivaka Sintamani, un ouvrage tamoul, il parle des évolutions aériennes de Jivaka, 13. David Childress note que si l'on en croit la grande épopée indienne du Mahabharata, d'inconcevables batailles furent livrées dans le passé à l'aide d'aéronefs, de rayons de particules, d'armes chimiques et, dirait-on, d'armes atomiques. Ainsi il n'est pas impossible que les batailles des derniers temps de l'Atlantide aient mis en jeu des armes à la technologie extrêmement sophistiquée. Dans son livre intitulé Ancien astronaute, à Time Reversal, l'auteur néo-zélandais Robin Collin a avancé 5 techniques de guerre que les anciens astronautes auraient pu utiliser, parmi lesquelles il y a les canons à plasma. Le plasma est un gaz ionisé. Or des gaz ionisés semblent mentionnés dans l'ancien livre indien sur les Vimanas intitulé Vimanika Shastra, ou Vimanika Shastra, qui évoque l'utilisation du mercure comme carburant. Le mercure, métal liquide, étant susceptible de devenir un plasma par électrisation. Le Mahabharata relate des guerres effroyables survenues très longtemps, avant l'époque où l'ouvrage fut composé, en dravidien ancien, puis en sanskrit. Mais quelles étaient, à cette époque lointaine, les nations en conflit? 2. L'empire de Rama et l'Atlantide. Comme nous l'avons vu, certaines épopées hindoues comme le Ramayana, le Mahabharata et le Drona Parva font clairement allusion à des engins volants, et à des guerres impliquant des armes sophistiquées, grosses boules de feu pouvant détruire une cité entière, lances volantes pouvant anéantir des cités pleines de forts, etc. Le Mahabharata relate des guerres effroyables survenues très longtemps, avant l'époque où l'ouvrage fut composé, d'abord en dravidien ancien, puis en sanskrit. L'empire de Rama, que décrivent le Mahabharata et le Ramayana, était apparemment contemporain des grandes cultures occidentales atlantes et osiriennes. L'Atlantide, que l'on connaît par les écrits de Platon et d'anciennes sources égyptiennes, semble avoir existé au milieu de l'Atlantique, et avoir été une civilisation patriarcale et de haute technologie. Quant à la civilisation osirienne, les doctrines ésotériques et les témoignages archéologiques en situent la zone de diffusion, dans le bassin méditerranéen et l'Afrique du Nord. Qualifiée aussi de civilisation égyptienne prédynastique, elle aurait été ravagée par les inondations au moment où s'abîma l'Atlantide, et où la Méditerranée commença à se remplir d'eau. L'empire de Rama se serait évanoui au cours du millénaire, qui suivit la destruction du continent Atlante. David Childress. David Childress note que l'empire de Rama et l'Atlantide étaient au fait de leur puissance quand la guerre éclata, en raison, semble-t-il, de la tentative faite par l'Atlantide pour subjuguer Rama. Il observe que l'empire de Rama, décrit par le Mahabharata et le Ramayana, était apparemment contemporain des grandes cultures occidentales atlantes et osiriennes. L'Atlantide semble avoir existé au milieu de l'Atlantique, et avoir été une civilisation de haute technologie. La civilisation osirienne était géographiquement localisée dans le bassin méditerranéen et l'Afrique du Nord. Qualifiée aussi de civilisation égyptienne prédynastique, elle aurait été ravagée par les inondations au moment où s'abîma l'Atlantide, et où la Méditerranée commença à se remplir d'eau. L'empire de Rama se serait évanoui au cours du millénaire, qui suivit la destruction du continent Atlante, où, ajouterai-je, de ce qu'il en restait, diverses sources faisant état de plusieurs destructions séparées dans le temps. Cet empire se serait étendu en Afghanistan et en Iran. Il allait probablement jusqu'à l'Indonésie, l'Asie du Sud-Est et le Pacifique. L'empire de Rama avait été fondé par les Nagas, ou Nahakal, arrivés en Inde en provenance de Birmanie et anciennement originaires, selon le colonel James Churchward, de la patrie de l'Est. Ils s'installèrent sur le plateau du Décan, en Inde du Nord, et établirent leur capitale sur l'emplacement de l'actuel Nagpur.
leur empire semble s'être étendu ensuite sur toute l'Inde du Nord et avoir englobé les cités d'Harappa, Mohenjo-daro, Kodiji, Pakistan actuel, Lothal, Kalibanga, Mathura, et peut-être d'autres cités telles que Bénarès, Ayodhya et Pataliputra. Ces cités étaient dirigées par des grands professeurs, ou maîtres, constituant l'aristocratie bienveillante de la civilisation de Rama. On les appelle aujourd'hui les rois prêtres de la civilisation de l'Hindu, et on a retrouvé un certain nombre de statues de ces dieux. Ils auraient été dotés de pouvoirs psychiques extraordinaires. On pense que la cité d'Ayodhya, mentionnée dans le Ramayana, pourrait être la petite ville d'Ayodhya, qui se trouve en Inde du Nord, et où chaque année, à l'occasion d'un festival hindou, on promène une réplique de Vimana. Selon S.N. Pond, 1998, cependant, une autre localisation, l'Afghanistan, est possible, car l'actuelle ville d'Ayodhya ne date que d'environ 800 avant Jésus-Christ. Selon lui, la première Ayodhya fut reconstruite sous le nom de Kusa, qui faisait référence à la tribu de Kassi, puis à Kusa, fils de Rama. C'est ainsi qu'Ayodhya et Kassi devinrent synonymes. À l'origine, les populations du pourtour de l'Emu, ou Lémurie, le continent disparu de l'océan Pacifique, se seraient divisées, avec le temps, en deux groupes, et auraient émigré, l'un vers l'Atlantide, l'autre vers l'Inde, empire de Rama. Les premiers étaient les tenants du temporel, alors que les autres étaient les tenants du spirituel. Il semble que l'Atlantide ait voulu imposer sa suzeraineté à l'empire de Rama. Il en résulta les guerres atroces rapportées par les anciennes épopées indiennes. Le Mahabharata et le Drona Parva mentionnent, parmi les armes utilisées, de grosses boules de feu pouvant détruire une cité entière, le regard de Kapila, qui, en quelques secondes, réduisit en cendres 50 000 hommes, des lances volantes, capables d'anéantir des cités pleines de forts. Dans un premier temps, les rois prêtres de l'empire de Rama auraient battu les Atlantes. Selon David Childress, qui se réfère à une source ésotérique, c'est avec des moyens psychiques que l'armée atlante aurait été mise en déroute. Le roi prêtre, ayant levé les bras au ciel, aurait fait appel à une technique mentale, connue des seuls initiés, qui aurait eu pour conséquence la mort du général et des officiers atlantes. Les forces atlantes s'enfuirent dans leurs vaisseaux aériens. Dans la cité assiégée, aucun individu n'avait péri. La suite de l'histoire est contée par les épopées indiennes. L'Atlantide semble avoir eu recours à son arme la plus destructrice, qui s'apparente à une arme atomique, si l'on se réfère à certains vers du Mahabharata. On y parle d'un projectile unique chargé de toute la puissance de l'univers, d'une colonne incandescente de fumée et de flammes, brillante comme 1000 soleils. Cette foudre de fer réduisit en cendres la race entière des Vrishnis et des Anakas. Les cadavres brûlés furent méconnaissables, les cheveux et les ongles tombèrent, les poteries se cassèrent sans cause apparente, et les oiseaux blanchirent. Au bout de quelques heures, toute la nourriture fut infectée, et pour échapper à ce feu, les soldats durent se jeter dans des ruisseaux pour se laver, eux et leur équipement. Ainsi que le note David Childress, nous avons ici, très précisément décrit, les effets d'une explosion atomique. La radioactivité provoque, en effet, la chute des cheveux et des ongles, contre laquelle l'immersion dans l'eau, même si elle ne guérit pas, est la seule échappatoire. On notera que, curieusement, l'ancienne littérature sanskrite était familière à J. Robert Oppenheimer, le père de la bombe. Au cours d'une interview donnée après le premier essai atomique, il cita la Bhagavad Gita, « Je suis devenu la mort, le destructeur des mondes, nous avons tous dû ressentir cela. » Après le premier test nucléaire d'Alamogordo, on lui demanda à l'université de Rochester si c'était la première bombe atomique qui venait d'exploser, et il répondit, « Dans l'histoire moderne, oui. On a découvert, en Inde, des éléments qui tendent à prouver que certaines cités furent détruites par des explosions atomiques. » Lors des fouilles de Mohenjo-daro et Harappa, on découvrit des squelettes affalés dans les rues, sans sépulture, ces squelettes étant âgés de plusieurs milliers d'années. Or ces squelettes sont parmi les plus radioactifs jamais trouvés, à égalité avec ceux de Nagasaki et d'Hiroshima. Des chercheurs russes ont notamment découvert un squelette présentant un taux de radioactivité 50 fois supérieur à la normale. L'archéologue russe Gorbovski, Read l'Offensive History, 1966, a évoqué le haut niveau d'irradiation présenté par les squelettes. Des milliers d'objets fondus, baptisés pierres noires, ont également été trouvés à Mohenjo-daro, qui semblent être des fragments de récipients en terre soudés par une chaleur extrême. D'autres cités découvertes dans le nord de l'Inde, présentent des signes d'explosion de grande ampleur. L'une de ces cités, située entre le Gange et les collines de Rajmahal, semble avoir été soumise à une chaleur intense. D'énormes masses de murailles et de fondations se sont fondues ensemble, littéralement vitrifiées. Comme il n'existe pas le moindre signe d'éruption volcanique à Mohenjo-daro ni dans les autres cités, la seule explication possible d'une chaleur capable de fondre des récipients de terre, est une explosion atomique ou quelque autre arme inconnue. Ces cités ont subi une dévastation totale.
Les zones périphériques d'Arapa et de Mohenjo-Daro sont de véritables déserts, même si une agriculture limitée tend aujourd'hui à se développer à leur voisinage. Au Cachemire, les ruines du temple de Parchapur, en bordure de Srinagar, témoignent d'une totale destruction, comme si une explosion avait soufflé les énormes blocs de pierre dispersés sur une vaste superficie. David Childress se demande s'il s'agit là du résultat des armes utilisées lors des batailles décrites par le Mahabharata. Il y a aussi, à 400 km au nord-est de Bombay, le cratère géant, quasi circulaire, de Lonar, lequel mesure 2154 mètres de diamètre, et est âgé d'au moins 50 000 ans. Le site et ses alentours sont vierges de toute trace de météorite, alors qu'il s'agit du seul cratère d'impact en basalte que l'on connaisse. Ce site présente des marques de choc violent, une pression au moins égale à 600 000 atmosphères, et de chaleur intense et soudaine, ce dont font foi les sphérules de verre basaltique. Pat Frank, consultant américain en sciences spatiales, a développé la théorie selon laquelle certains grands cratères terrestres seraient en réalité des vestiges d'anciennes explosions nucléaires. David Childress fait un parallèle entre les guerres atomiques anciennes de l'Asie du Sud et les menaces mutuelles que se sont lancées, à notre époque, l'Inde et le Pakistan. Il note à ce propos que l'Inde moderne est fière de sa force nucléaire et la compare à la flèche de Rama. De son côté, écrit-il, le Pakistan ne rêve que d'envoyer ses bombes sur l'Inde. Ironie de l'histoire, le Cachemire, site probable d'une guerre atomique antérieure, est au centre de ce conflit. David Childress note que selon la littérature ésotérique, l'Atlantide aurait également voulu soumettre une civilisation établie dans le désert de Gobi, alors une plaine fertile. Ils auraient tiré vers le centre de la Terre à l'aide d'un armement à ondes scalaires, et auraient ainsi anéanti leurs ennemis, se sabordant peut-être eux-mêmes par la même occasion. 14. Signalons cependant que, d'après certaines sources, l'Atlantide a été en conflit avec la Lémurie. On peut par exemple trouver ce scénario dans les messages canalisés par Aurelia Louise Jones et Diane Robin. 15. Or, selon certaines sources, Elena Petrovna Blavatsky, etc., ces deux civilisations n'étaient pas contemporaines, l'Atlantide ayant succédé à la Lémurie. Faut-il supposer, pour essayer de résoudre le caractère contradictoire de ces informations, qu'il y a eu, dans un lointain passé, une destruction d'une grande partie du continent lémurien, une partie ayant néanmoins subsisté jusqu'à une date relativement récente? 3. Histoire, mythes et sciences védiques. Pour certains individus, un récit, comme celui du Mahabharata, n'est qu'un conte imaginaire. C'est ce que pensait, par exemple, Gaston Courtillet, lequel disait que ce récit n'est que la mise en œuvre de légendes locales à des fins d'éducation brahmanique. Mais, comme le note Michel Coquet, on aurait tort de n'y voir qu'un grand mythe, car il recèle un fond historique encore inexploité. Il précise qu'aux yeux des prêtres brahmanes ou des moines renonçants, l'aspect historique et chronologique des événements humains n'a jamais été considéré comme une valeur essentielle, l'espace et surtout le temps étant des expressions du monde, et donc sujet à la limitation et à l'illusion, ce qui compte pour le sage étant sa capacité à comprendre le monde de l'esprit et des causes, non celui des effets qui intéressent tant les savants occidentaux. L'aspect historique, sans avoir été négligé, a simplement été utilisé comme support d'un fond mystique, allégorique et ésotérique. Ce fait se retrouve largement exprimé dans la grande épopée, Mahakavya, du Mahabharata, épopée écrite par le rishi Vedavyasa, le plus grand historien des temps védiques. Ce mélange entre mythe et histoire a déconcerté la plupart des orientalistes occidentaux. On a mis en doute l'histoire du royaume de Krishna à Dvaraka, dans le Gujarat, jusqu'au jour où le Dr S.R. Rao a mis au jour les ruines de cette ancienne cité mentionnée dans le Mahabharata, et vieille de plus de 3000 ans avant Jésus-Christ. En outre, la grande précision des descriptions des engins volants et des guerres aériennes, dans les épopées hindoues, ne permet pas de réduire tout cela à des récits simplement issus de l'imagination d'auteurs antiques. Dans le Rigveda, Mandala 6, Sukta 58, Mantra 3, on parle de bateaux Phèdre, fer sur la mer, sous la mer et dans l'espace. On peut citer aussi le Vemanika Sastra, écrit par le rishi Bharadvaja, et le Yantra Sarvasma, ainsi que le Muduku Antiram, le pionnier de la technologie moderne de l'hélicoptère, décrit dans l'ancienne épopée Tamul Sivaga Chintamani. Gora Krishna, Raman Mandeg 15, écrit que le Yantra Sarvasma, et l'Agasti Samhita démontrent que les aspects opérationnels d'un avion et des missiles guidés étaient connus des récits védiques. Une batterie est décrite comme ayant un pôle maître, positif, et un pôle Varuna, négatif. L'eau, dit-on, est dissociée, par l'électricité, en pranaveyu, oxygène, et en udanaveyu, hydrogène. Sur le Yantra Sarvasma, du Maharishi Bharadvaja, est basé le livre Vemanika Prakaram, avec le commentaire de Bodhananda.
On s'y réfère à une liste de 50 livres sur l'ancienne science aéronautique, Sakti Sutra d'Agastya, Sodamini Kaladishvara, Amazuma Tantra de Bharadvaja, Veyutadva Prakarana de Sakatayana, Vesvamana Tantra et Duma Prakarana de Narada, etc. Le Rishi Bharadvaja a noté 32 procédures secrètes permettant de piloter les vimanas. 1. Le Kritakarasya évoque les matériaux de base utilisés pour la construction de vimanas. 2. Le Gudarasya parle des diverses forces portantes de l'atmosphère, Yasa, Vyasa, Preyasa, etc., ce qui permettrait aux pilotes de cacher la présence des vimanas. 3. L'Aparokshārasya mentionne le pouvoir d'une force électrique spéciale causée par le tonnerre, laquelle était utilisée pour voir clairement les objets en face des vimanas. 4. Le Sarpagamanārasya évoque le processus qui permet d'utiliser la puissance solaire, afin de créer un mouvement serpentin des vimanas. Oele Wilcox a dit, à propos de l'Inde, que c'est le pays des grands Vedas, ces textes contenant des idées religieuses, mais aussi des faits que la science a depuis prouvé comme étant exacts. L'électricité, le radium, les électrons, les vaisseaux aériens, semblaient être connus des gens à l'origine des Vedas. Dans le Vaimanika Shastra on évoque les moyens de déplacement de pays en pays, de planète à planète. Les scientifiques de l'époque connaissaient 64 espèces de métaux convenant à la construction d'engins volants. Des études d'anciens Shastras en sanskrit, préservées sur des feuilles de palmier, font mention de formules permettant de fabriquer des super-alliages, avec des propriétés inconnues à notre époque. CSR Prabhu, directeur technique du Centre national informatique de l'Inde, évoque, parmi ces alliages, ceux-ci, lesquels ont été testés. Tamogarbaloa, un alliage à base de plomb aux propriétés inhabituelles. Panchaloa, mélange de plomb, de cuivre et de zinc, avec, pour un alliage de cuivre, une résistance inhabituelle à la corrosion par l'eau salée. Chapalagrahaka, une céramique de haute qualité. Baniraloa, un alliage insonore. Les industries indiennes aérospatiales et de la défense se sont dites intéressées. 16. 4. Roberto Pinotti. Sur son site web l'ufologue Patrick Gross écrit que selon plusieurs textes anciens en sanskrit, trouvés il y a quelques années par des chercheurs occidentaux dans un temple du sud de l'Inde, les vimanas étaient des engins volants, sans toit au cockpit, qui ne correspondent pas strictement aux ovnis, car leur vol est décrit comme limité à l'atmosphère terrestre. Le docteur Roberto Pinotti, un scientifique italien, tint une conférence le 12 octobre 1988 en Inde à la World Space Conference à Bangalore. Il se référait à plusieurs textes anciens pour expliquer que les anciens dieux et héros indiens menaient des combats aériens armés. Les armes consistaient, selon les textes, en 7 types de miroirs et de lentilles utilisés en défensive et en offensive. Le miroir Pinjula aurait offert un bouclier visuel protégeant le pilote contre des rayons destructeurs, et le Marika aurait été utilisé pour abattre les engins volants ennemis. Le docteur Pinotti déclare que ces armes ne semblent pas très différentes de ce que nous avons par les technologies laser. Les engins seraient faits de métaux particuliers capables d'absorber la chaleur, nommés Somaka, Sundalik et Murtwika. Selon le docteur Pinotti, les principes de propulsion, selon les descriptions qui sont faites, peuvent être définis comme électriques et chimiques, mais l'énergie solaire semble aussi en faire partie. D'autres scientifiques auraient émis l'idée que les engins seraient propulsés par un système utilisant les ions de mercure. Le docteur Pinotti conclut que l'ancienneté de ces descriptions et les ressemblances avec nos technologies modernes indiquent que l'Inde avait connu il y a des milliers d'années une civilisation supérieure, aujourd'hui oubliée. À propos d'une connexion extraterrestre, il suggère que l'humanité n'est pas à l'origine de ces technologies. 3. Le témoignage de Daniel Meroy. Voici une source paranormale qui valide l'existence passée des engins aériens nommés Vimana. Lors d'une sortie hors du corps, Daniel Meroy aperçut des scènes dans la mémoire de la nature, ou archives akashiques, relatives à l'époque de ces engins volants. Il se vit incorporé dans la scène avec un corps d'emprunt, lequel marchait avec agitation dans une large rue. Il y avait une foule d'êtres portant voile et turbans, et de chaque côté de la chaussée des maisons basses. À plusieurs centaines de mètres, on distinguait des immeubles de 4 ou 5 étages peut-être, aux façades blanches. La chaleur devait être torride, car les êtres perçus étaient légèrement vêtus, les derniers rayons du soleil faisant luire sur leurs visages angoissés des filets de sueur. L'homme que le décorporé incarnait était vêtu d'une large tunique jaune. La foule marchait de plus en plus vite et se mettait à courir. Un homme de petite taille, au teint basané, s'agrippa à la tunique de l'individu incarné qui le repoussa. Des hurlements fusèrent de partout, une clameur générale sembla s'élever de la ville entière. Dans le ciel presque obscur, une lumière jaune grandit à une vitesse effrayante et, en quelques secondes, sa masse devint énorme. Elle passa à quelques dizaines de mètres des toits plats des maisons.
Des hommes et des femmes tombèrent pour ne plus se relever. La foule poussa toujours plus fort. La boule lumineuse passa une seconde fois au-dessus des têtes. Il s'agissait d'un énorme engin de couleur sombre, de forme ovoïde, entouré d'une ceinture de rayons lumineux jaunes et orange. Il partit une nouvelle fois dans le ciel, les cris de terreur laissèrent la place à un étrange silence. Les maisons se firent plus espacées, et petit à petit la foule s'éparpilla. Mais cela n'était pas fini. Une multitude de lumières jaillirent à l'horizon, du côté où le soleil finissait de se coucher. Elles fondirent sur la ville avec un sifflement strident. De chacune d'elles une langue de feu sortit pour tomber sur les toits. Les gens hurlèrent et cherchèrent à s'enfuir. Un bruit de tonnerre s'éleva dans le ciel, et des flammes jaillissaient hors des maisons. Un autre groupe de boules lumineuses apparut. Une lutte sans merci se déroula alors dans le ciel, et des faisceaux de lumière, jaunes, rouges et bleus, sillonnèrent le ciel au-dessus des murs de la ville qui sombra dans les flammes. La voix du guide de Daniel Meroy précisa qu'il vivait le drame d'un peuple qui fut anéanti en quelques heures pour n'avoir pas voulu agir selon les lois cosmiques proclamant de faire à autrui ce qu'on aimerait ce qu'il nous fasse. La scène Perseus s'est déroulée bien avant le dernier déluge, bien avant que l'Atlantide ne soit au sommet de sa gloire. Ces individus qui se battent dans le ciel, qui fuient leur ville en feu, vécurent dans ce qu'on appelle aujourd'hui le désert de Gobi. Il y avait des champs et des vergers, il n'y a plus qu'un désert de sable vitrifié, et les ruines d'une civilisation, enfouies à plus de 3 mètres sous la surface du sol. Les machines volantes qui crachaient le feu, sont ce que les anciens appelaient Vimana. Il n'y avait plus qu'un immense brasier. Les hommes et les femmes avaient maintenant le visage brûlé, noirci, craquelé. 17.